le cobalt, Z égale 27, c'est un métal de transition, juste à côté du fer. Et vous allez voir son diagramme potentiel pH, dit aussi diagramme de Courbet, parce que c'est appliqué pour les métaux de transition, ressemble beaucoup dans son allure au diagramme du fer. Une des différences importantes, vous allez voir, c'est que le potentiel des degrés d'oxydation supérieurs du cobalt sont beaucoup plus élevés que pour le fer. Ils sont déjà inscrits au tableau, mais je vais les redire. Alors, il y a eu un certain nombre de questions ces dernières semaines sur ces diagrammes de Courbet, puisqu'il y a des confusions qui sont faites entre les processus d'oxydoréduction et les processus acido-basiques. Mais le but d'un diagramme de Courbet, c'est de lever cette confusion et de montrer qu'on peut représenter sur un même diagramme en 2D, si vous voulez, l'évolution de ces deux paramètres pour des éléments donnés. En l'occurrence, une manière de voir, c'est de comprendre que la répartition des espèces en fonction du pH, ça sera dans un mouvement horizontal. Et on va nous commencer par là, vous voyez, on va établir ce qu'on appelle des diagrammes de prédominance des espèces. C'est bien l'évolution des espèces qu'on va définir, hein, que vous n'êtes pas censé connaître par cœur, ce sont des données thermodynamiques. Et on va regarder l'évolution des espèces potentielles en fonction du pH. Donc ça, c'est horizontal. Vous comprenez? Mais bien sûr, le diagramme de Courbet représente aussi une répartition des espèces verticale. Mais dans la verticale, c'est la répartition en potentiel. Ça veut dire qu'on va dessiner des lignes, quelquefois horizontales, quelquefois avec des pentes, que nous sommes capables de calculer, bien évidemment, grâce à l'équation de Nernst. Eh bien, sur ces droites ou sur ces droites qui montent ou qui descendent, nous avons autant d'oxydants que de réducteurs. C'est le principe de l'équation de Nernst. Et au-dessus de cette droite, on aura l'oxydant, et en dessous, on aura le réducteur. Donc c'est aussi un diagramme de répartition des espèces verticale, cette fois-ci. Et donc, quand on représente les deux, en même temps, on dessine un diagramme de Courbet. Mais dans la méthodologie que je vous enseigne, on commence par créer un diagramme de répartition des espèces horizontal. C'est-à-dire d'abord, on se pose la question, comment les espèces évoluent en fonction du pH? Une fois que ça c'est bien posé, eh bien, je prends les différentes zones que je viens de déterminer et j'écris correctement maintenant, non plus des réactions acide-base, mais des réactions redox dans chacune de ces domaines, dans chacun de ces domaines de pH. Et simplement, je représente graphiquement l'évolution du potentiel dit de Nernst, hein, le potentiel électrique de ces systèmes, en fonction, éventuellement, de ce pH. Parce que le potentiel, c'est Y, hein, sur mon dessin, et le pH, c'est X. En guise d'introduction et de rappel. Le cobalt. Le cobalt existe dans la biosphère essentiellement sous trois formes. Il y en a des autres, mais plus exotiques. Nous, on regarde des formes qu'on peut trouver facilement dans la biosphère. Il existe bien évidemment le cobalt métallique. Avec le cobalt, on fait des alliages métalliques. Vous connaissez le cobalt hein, comme métal. Comme le fer, métal peut-être un peu plus cher. Il doit y en avoir un peu moins quand même sur Terre que du fer. Le fer est très abondant. Donc le métal, donc ça, le métal, c'est un solide, on se souvient. Hein. Donc son activité sera toujours considérée comme égale à 1 en solution aqueuse. Et lui, bien sûr, ne change pas de forme hein, en tant que solide en fonction du pH. Donc de pH 0 à pH 14, le cobalt au degré d'oxydation 0,
ça sera du métal. Si ça n'était pas le cas, on vous l'indiquerait, c'est-à-dire qu'il y aurait pas une réaction acido-basique sans changement de degré d'oxydation, bien évidemment, avec ce métal. Or, il n'y a pas ça. Donc le métal, on va le trouver entre pH égale 0 et pH égale 14, toujours sous sa même forme. Donc là, c'est facile, hein, c'est toujours la même espèce, cobalt métallique. Ensuite, on peut oxyder ce cobalt métallique sous deux formes. Un cobalt qui perd 2 électrons, cobalt 2, et on sait aussi faire un cobalt qui a perdu 3 électrons, cobalt 3. En solution aqueuse acide, ces espèces existent effectivement sous forme d'ions solvatés, cobalt 2+, et cobalt 3+, solution bleu-violette si ma mémoire est bonne. Maintenant, on regarde dans la littérature, dans les données thermodynamiques, si ces ions existent toujours comme ça, quel que soit le pH, ou non. La réponse est bien sûr non. On voit qu'il existe ce qu'on appelle des hydroxydes de cobalt 2 et des hydroxydes de cobalt 3. Donc c'est toujours du cobalt 2+, du cobalt 3+, mais qui va changer de forme en fonction du pH. Et ce n'est pas un complexe qui se forme, c'est un solide, un précipité. On a déjà vu ça. Et bien sûr, ces précipités sont exprimés en chimie sous le terme de pKs. Plus le pKs est grand, plus le précipité, le solide, est stable, peu soluble. Donc on voit que l'hydroxyde de cobalt 3 a un pKs énorme. Selon les sources, on trouve 40, 41, 43, peu importe. 41, c'est une valeur raisonnable. Et l'hydroxyde de cobalt 2 existe aussi. Il est un peu plus soluble, mais quand même, pKs de 15. Donc, pour celles et ceux pour qui ce n'est pas encore clair, là, je vous renvoie au cours ou aux vidéos qui expliquent de manière plus détaillée ce que signifie un pKs et ce phénomène de précipitation qui est bien décrit dans l'approche thermodynamique et de l'enthalpie libre. Voilà, donc la situation est simple. Nous avons donc du cobalt 0, qui est sous forme d'un cobalt métallique, un solide, du cobalt 2+, du cobalt 3+. Le cobalt 2+, et cobalt 3+, n'existent pas toujours libres en solution, ils peuvent précipiter. Donc nous, notre travail, premier travail, c'est de calculer les pH de précipitation pour une concentration donnée de ce cobalt 2 et de ce cobalt 3 en solution. Il faut décider quelle est la concentration. Je vais vous remontrer le formalisme, sinon vous ne pouvez pas calculer un pH de précipitation. Dernière chose, eh bien, comme il existe ces 3 degrés d'oxydation, il existe donc 2 demi-équilibres redox. Un demi-équilibre entre le cobalt 2+, et le cobalt 0. Et si vous regardez les données thermodynamiques, on vous indique que ce potentiel, à pH égale 0, vaut moins 0,28 volts. Donc, sur notre diagramme que j'ai prédessiné, ça sera dans les zones négatives. On va calculer son potentiel réel grâce à l'équation de Nernst. Et l'autre potentiel, je le signalais tout au début, vous voyez qu'il est très élevé, 1,84 entre le cobalt 3+, et cobalt 2+, libre en solution, aussi à pH égale 0. Donc ce potentiel, vous voyez qu'il est élevé. On peut se rappeler que le potentiel du couple fer3, fer2 en solution, c'était seulement 0,77 volts. Donc c'est plus de 1 volt supérieur au couple fer3, fer2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, 1 volt. Énorme. Pourtant, les deux éléments sont l'un à côté de l'autre. Donc vous voyez, donc ça c'est tout à fait étonnant. Et pour comprendre ça dans le détail, il faudrait aller approfondir les structures électroniques, comprendre d'où vient cette différence importante de potentiel, mais ce n'est pas le sujet du jour. Ça va jusque-là? C'est important pour vous
de savoir analyser, regarder et comprendre les données thermodynamiques qui vous sont proposées pour construire un diagramme. Donc il faut prendre le temps. On ne peut pas passer rapidement là-dessus, il faut bien que vous compreniez tout ça. Et après, on enclenche la deuxième, on dit comme ça, la deuxième vitesse, sur le vélo aussi, pour donc dérouler la méthode que je vous propose. Alors, première chose, on fait toujours diagramme de répartition des espèces que je vais dessiner ici. Donc, on va écrire ici cobalt plus 3, ici cobalt plus 2, et ici cobalt 0. Fonction du pH, on va regarder, et comme je l'ai dit de manière horizontale, ce qui se passe pour ces différents degrés d'oxydation. Alors cobalt 0, on a déjà traité son cas, je vous l'ai dit, hein, c'est toujours du cobalt métallique, je vais l'appeler CM, COM, le métal, ça ne change pas de forme dans la solution aqueuse. Le cobalt 3 et cobalt 2, ça va changer de forme. Je refais le calcul, d'abord pour le cobalt 3. On sait qu'il existe un précipité COOH 3 fois, qui est donc en équilibre avec le cobalt 3 plus libre, plus 3 OH-. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est cet équilibre-là que représente le PKS, je vous rappelle. Hein. Et ça, ce sont des révisions. Et donc, le KS de cet équilibre de précipitation, ça veut dire quand ça commence à précipiter, je suis à la valeur de Ks. La valeur de Ks, c'est 10 moins 41, parce que le PKS, c'est 41, et c'est donc égal, on va se mettre ici, donc concentration en cobalt 3+, fois concentration en OH- au cube, divisé par l'activité d'un solide. C'est un solide, l'activité est égale à 1, et vous le savez, hein, les équilibres de précipitation s'écrivent toujours de la même manière. On ne fait pas apparaître le solide, et le Ks vaut ça. Vous voyez? Ça, je rappelle, hein, on est à l'équilibre. Delta G, vous vous souvenez, égale à 0. C'est à ce moment-là que le précipité commence à apparaître, le premier grain. Et nous, on peut calculer maintenant la concentration en OH- parce qu'on connaît la concentration en solution. Je l'ai décidé là pour mon exemple, et vous, à un examen, un exercice, on vous donne ça. Et dans la vie réelle, si vous devez construire un diagramme de Pourbet d'un métal, eh bien vous mesurez la concentration en pH très acide de votre métal en solution. Et donc vous avez cette donnée. Ok? Maintenant, les calculs qui suivent ne sont pas du niveau universitaire, hein. Ils sont du niveau école maternelle. Vous voyez? Mais souvent les étudiants ne savent pas le faire, donc ça c'est assez inquiétant. Bien, alors, OH- au cube était donc égal à 10 moins 41 divisé par la concentration en cobalt 3+, donc 10 moins 5, ça fait, sauf erreur de ma part, 10 moins 36, 10 moins 41 sur 10 moins 5, et donc OH- égale 10 moins 12, et quand OH- est 10 moins 12, là aussi, hein, on n'est plus à l'école maternelle, mais au début du lycée, le pH, c'est pas le P2OH, hein, s'il vous plaît. Souvent, les étudiants disent pH 12, ça serait une sacrée farce. Je vous rappelle que le pH, c'est lié à la concentration en H3O+. Oui. Donc, quand OH- égale 10 moins 12, ça veut dire que H3O+ vaut 10 moins 2, de telle manière que le produit des deux soit égal à 10 moins 14, donc pH égale 2. Quand on trouve ici 10 moins 12, ça veut dire pH égale 2. Ça veut dire qu'à partir de pH égale 2, je vais marquer ici 2, eh bien, vous n'avez plus de cobalt 3+ en solution,
vous avez un précipité. Et donc le cobalt 3+, comme ça, n'existe que entre pH 0 et pH 2. Puisque à partir de pH 2, donc pour des concentrations ensuite, OH- qui augmentent, eh bien, vous atteignez le produit de solubilité, et donc vous précipitez cobalt 3+, COH 3 fois, pardon. J'ai déjà fait ce raisonnement des dizaines de fois avec vous, et il existe plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube qui reprend ce calcul. On va faire le même calcul dans le cas du cobalt au degré d'oxydation 2+, puisque on nous apprend, les données thermodynamiques nous apprennent, qu'il existe un précipité COOH 2 fois dont le pKs est égal à 15. Même calcul et conséquence quasiment identique. COOH 2, le précipité, est en équilibre avec cobalt 2+, plus 2 OH-. Le Ks de cet équilibre vaut 10 moins 15. C'est égal à la concentration en CO2+, fois OH- au carré, d'où OH- au carré est égal à 10 moins 10, 10 moins 15 divisé par 10 moins 5, espèce en solution 10 moins 5, c'est ce que je fixe, et donc OH- égale 10 moins 5 mol par litre. Quand la concentration en OH- est égale à 10 moins 5 mol par litre, le pH vaut 9. 10 moins 5 fois 10 moins 9, ça fait 10 moins 14. Donc, on voit que le domaine d'existence, pour cette concentration bien sûr, en cobalt 2+, est un peu plus grand, entre pH égale 0 et pH 9, eh bien, c'est le cobalt 2+, qui est prédominant en solution, et c'est seulement pour cette concentration, j'insiste, à partir de pH 9, donc vous voyez quand la concentration en OH- est de plus en plus importante, qu'on va précipiter l'hydroxyde de cobalt 2. Ceci étant dit, vous voyez que maintenant, on va considérer, nous avons fini le travail de répartition horizontale, donc fonction du pH. Maintenant, il faut écrire les réactions redox. Mais pour ça, on va considérer 3 zones, bien évidemment, de pH pour vérifier que les réactions s'écrivent de la même manière ou pas. Bien sûr, on va voir que les réactions ne s'écrivent pas toujours de la même manière, sinon il n'y aurait pas de diagramme de Pourbet. Donc, on va considérer pH inférieur à 2, pH entre 2 et 9, et pH supérieur à 9. Et en faisant ça, au fur et à mesure, on va représenter l'évolution du potentiel de Nernst. C'est les équations de Nernst qui nous diront comment le potentiel évolue avec le pH. Donc pour la clarté de la vidéo, je vais effacer tout ça. Et il faut vous souvenir de ce qui se passe. En dessous de pH 2, je le décris encore une fois. Vous voyez que cobalt 3, il existe sous forme cobalt 3 libre, cobalt 2 sous forme cobalt 2 libre, cobalt 0, c'est du cobalt métal. Entre pH 2 et pH 9, il y a un premier changement. Le cobalt au degré d'oxydation plus 3, c'est de l'hydroxyde de cobalt 3. Le cobalt 2 est toujours sous forme cobalt 2 le cobalt métal ne change jamais. Et enfin, supérieur à 9, le cobalt au degré d'oxydation plus 3, c'est de l'hydroxyde de cobalt 3. Le cobalt au degré d'oxydation plus 2, c'est de l'hydroxyde de cobalt 2. Et bien sûr, le cobalt 0, c'est toujours du cobalt métal. On voit bien que les espèces changent au fur et à mesure. Et donc c'est ça qu'on va écrire dans les demi-équilibres redox, puis les équations de Nernst associées. Donc on commence. pH inférieur à 2.
Nous, on a deux systèmes redox. On rappelle cobalt 3, cobalt 2. Ils échangent un électron, 3 plus et 2 plus. Et cobalt 2, cobalt 0. Bref, il faudra à chaque fois mettre 2 électrons, bien évidemment. Hein, cobalt 2 plus, cobalt 0. Donc je vais écrire chaque fois les deux réactions l'une au-dessus de l'autre. Donc ici, cobalt 3 plus 1 électron donne cobalt 2 plus. Bon. Est-ce que vous pensez que cet équilibre dépend du pH? Bien sûr que non. Oui. On ne voit ni de OH-, ni de H+. Oui. Mais on va quand même écrire l'équation de Nernst relative à cet équilibre. Le potentiel de Nernst, E, c'est égal à E0, donc ça c'est celui qu'on vous donne, hein, par définition, c'est le 1,84 qui est là, plus 0,059 divisé par 1, puisqu'il y a un électron, logarithme de la concentration en cobalt 3+, divisé par la concentration en cobalt 2+. Alors, ce terme, il faut le considérer. Moi, j'ai choisi un milieu où il y a 10-5 mol de cobalt 3 et 10-5 mol de cobalt 2. Donc, ce rapport est égal à 1. Comme il est égal à 1, le log base 10 est égal à 0. Donc, le potentiel vaut le potentiel standard de 1,84 volts. On va le représenter tout de suite sur mon diagramme. Ici, on a 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,84, c'est par là. Et vous voyez bien que c'est constant. Je le représente tout de suite. Et le point important que vous avez encore des fois du mal à saisir, hein, là c'est votre travail personnel, c'est que ce trait représente une séparation d'espèces. Au-dessus, c'est du cobalt 3+, en dessous, c'est du cobalt 2+. L'oxydant au-dessus, le réducteur en dessous. J'ai déjà fait la démonstration par ailleurs. Ça va? On continue? L'autre équilibre entre cobalt 2 et cobalt 0. Cobalt 2+, attention, plus 2 électrons donne cobalt 0. On voit bien que ça va être constant, mais il faut calculer le potentiel. Parce que, attention, ici, la concentration en cobalt 2+, c'est 10-5. Ici, c'est un solide, activité 1. Donc le rapport, vous voyez, ne sera plus égal à 1. Donc on va recalculer le potentiel réel. Donc E égale moins 0,28, donc c'est ce potentiel standard, plus 0,059 divisé par 2, parce qu'il y a 2 électrons, logarithme, la forme oxydée, concentration en cobalt 2+, divisé par l'activité du cobalt 0. C'est un solide, le cobalt 0, c'est un métal, donc activité est égale à 1. En haut, c'est 10.5. Donc le rapport vaut 10.5. Et donc, il convient de calculer, et c'est là que j'ai besoin de vous pour vérifier le calcul. Donc ça fait moins 0,28, moins 0,059 fois 5, divisé par 2. Parce que c'est 10 moins 5 là, quand je le sors de 10.5, ça fait moins 5. Log base 10 de 10.5, c'est moins 5. Ça fait un moins qui apparaît là. Donc, à 0,28, il faut encore retrancher 0,059 fois 5 divisé par 2. On connaît le résultat, moins 0,43 volts. Bien. Donc ici, on y va, on représente. Donc c'est à peu près par ici. Moins 0,43. Voilà. Donc ici, c'est aussi une ligne de séparation entre quoi? L'oxydant, cette fois-ci, c'est cobalt 2. Et bien sûr, la forme résilte, c'est cobalt 0. Donc vous voyez, de manière tout à fait naturelle, on peut mettre partout des cobalt 2. On a toute une zone ici de stabilité de l'ion cobalt 2 en solution. En dessous, bien sûr, c'est le cobalt métal. Au-dessus, cobalt 3+. Petit 2, pH compris entre 2 et 9. Alors pour nous simplifier la tâche, cette fois-ci je vais commencer par le couple cobalt 2, cobalt 0. Parce que lui, en fait, ça ne change pas.
jusqu'à pH 9, le cobalt 2+, est toujours sous forme cobalt 2+ libre en solution. Et donc c'est le même équilibre que nous venons d'établir à l'instant. Donc même potentiel. Ça veut dire que cette droite-là, horizontale, que j'ai commencé à dessiner entre 0 et 2, et je peux la poursuivre jusqu'à pH 9. Le pH 9 est déjà représenté sur mon schéma. C'est ici. C'est toujours pareil. Donc en dessous, là, partout on peut mettre cobalt 0, et bien sûr ici, cobalt 2+. Maintenant, c'est ici, on ne sait pas ce qui se passe. Vous allez voir que là, ça change. Ça, c'est une chose. OK. Maintenant, l'autre. Alors, cette fois-ci, attention, le cobalt au degré d'oxydation plus 3 n'existe plus en solution majoritairement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit le précipité. Alors, je fais une petite parenthèse, en particulier pour nos amis sur ma chaîne YouTube. On peut décrire les choses de manière un peu plus compliquée, c'est-à-dire en réintégrant le KS dans l'équation de Nernst. Il y a une vidéo qui explique la chose. Mais au final, dans la représentation du diagramme, le résultat est exactement le même. Et cette manière d'aborder les choses est plus simple et s'appuie sur une construction graphique. Je ferme la parenthèse. Donc plus un électron, on va voir, donne cobalt 2+. Et bien sûr, vous voyez bien que l'équilibre n'est pas correct. Le demi-équilibre n'est pas complet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, il faut mettre 3 molécules d'eau. On va avoir 3 oxygènes. Et ici, il manque bien évidemment 3 protons. Et là, le demi-équilibre est écrit correctement. Et bien sûr, ça c'est le point central. C'est-à-dire que si vous ne savez pas écrire ça, c'est difficile d'écrire l'équation de Nernst correcte derrière. Et ça, on l'a aussi fait déjà des dizaines de fois. Il faut que ce soit totalement maîtrisé à l'université. Le potentiel de Nernst de cet équilibre, c'est donc un potentiel standard que je ne connais pas. Parce que là maintenant on a un nouveau couple et les données qu'on vous proposait au départ ne parlent pas de ce couple. Donc ici, n'inventez pas une valeur s'il vous plaît. On ne connaît pas cette valeur. Et vous allez voir que graphiquement, on peut la trouver facilement. Plus 0,059 divisé par 1, un électron, logarithme. On regarde, côté oxydant, donc, il y a un solide, l'activité de ce solide c'est égal à 1, donc je ne le représente pas. Et il y a la H+ au cube, parce qu'il y a un coefficient stoichiométrique de 3, et en dessous, concentration en cobalt 2+. Qu'est-ce qu'on voit? Première chose, bien évidemment, le potentiel de Nernst va évoluer et va changer de valeur puisqu'apparaît la concentration en H+, et donc le pH. Oui? Quand même, tout de suite. Ah oui. Maintenant, ça c'est une constante. Et la partie log là, sur concentration cobalt 2+, ça aussi, c'est une constante. Puisque nous partons du principe que le cobalt 2+, c'est 10,5 mol par an. Mais il est inutile, dans notre méthode, de calculer la valeur de 0,059 log sur 1 sur la concentration cobalt 2+. Nous allons trouver cette valeur comme une constante que je vais appeler C1, plus 0,059 log de H+ au cube, et donc je vous rappelle, ça fait moins 0,177 pH. Puisque le 3, je le sors du log, donc 0,059 fois 3, ça fait 0,177, et bien sûr pH, c'est moins log de concentration en H+, donc il y a un moins ici. Et nous, notre équation, eh bien, c'est simplement celle-là. La constante C1 contient
le E0' ici et contient bien évidemment la constante issue de la concentration en cobalt 2+, 10,5 mol par litre. C'est ce type de calcul qu'il faut faire tranquillement chez vous, sur une feuille blanche, pour vous auto-tester et savoir si vous arrivez à faire ça par vous-même. Mais il n'y a rien de difficile, hein, je vois directement que là, il y a une constante, et donc le potentiel dépend de manière linéaire du pH. C'est une droite affine, y égale ax plus b. Donc à partir de ce point, eh bien, vous voyez que le potentiel va descendre avec une pente de moins 0,177 pH, c'est indiqué là. Alors c'est bien, parce que nous on considère que notre diagramme est continu, ça veut dire que je connais le premier point de cette nouvelle droite que je viens d'établir, c'est le point qui est ici, c'est-à-dire le dernier point de la droite horizontale de tout à l'heure, pH 2 et potentiel de 1,84. Donc pour trouver C1, et donc avoir une équation complète, il suffit d'écrire ici 1,84, s'il vous plaît, et ici pH 2, et on aura C1. Donc C1, c'est ce qu'on appelle, on l'avait appris au collège, l'ordonnée à l'origine de la droite. Oui, ça veut dire que ce sera la valeur qu'on va trouver en poursuivant la droite jusqu'à pH égale 0. Vous pouvez me calculer C1, s'il vous plaît. Donc vous faites simplement 1,84. Ce terme-là, vous le passez de l'autre côté. Donc plus 0,177 fois 2. Ça fait C1 égale 2,19. 2,19. Où on a trouvé ça? C'est bon? Voilà, donc, oui, effectivement. Donc maintenant, vous avez l'équation complète. E égale 2,19 moins 0,177 pH. Moi, j'aimerais dessiner un autre point quelque part par là, d'accord? Alors, le plus simple, parce que c'est un cas simple qu'on traite aujourd'hui, eh bien, nous savons que cette équation est valable jusqu'à pH 9. Alors, ce que vous faites, avec cette valeur, vous mettez cette fois-ci pH 9 ici, et vous calculez le potentiel, ce qui va me permettre de dessiner un deuxième point et de tracer une droite entre ces deux points. Donc ça fait quel potentiel, s'il vous plaît? Donc 2,19 moins 0,177 fois 9. 0,597. Donc 0,6 à peu près, c'est ça? Ok. Alors 0,6, on est à peu près par là. pH 9, ça doit être ça. Donc vous voyez, notre droite, c'est celle-là. Bon, oui, c'est pas si compliqué. Alors ici, bien évidemment, je mets une séparation, puisque c'est la séparation qu'on a calculée tout au début, la séparation entre le cobalt 3 plus libre en solution, et bien sûr l'hydroxyde de cobalt, qui est donc ici une grande zone de stabilité. Et en dessous, toujours le cobalt 2. Vous voyez que lui, il est stable sur un grand domaine de potentiel et de pH. Et effectivement, les solutions habituelles de cobalt, c'est des cobalt 2+, ce que nous révèle de manière évidente le diagramme de Kessel. On va déjà mettre ici maintenant une autre séparation qu'on a déterminée tout à l'heure. La séparation qui est ici, c'est celle entre cobalt 2+ libre en solution et l'hydroxyde de cobalt 2 qui va apparaître là. Mais il nous reste à calculer maintenant, à déterminer les potentiels de Nernst et leur évolution pour le cobalt 3, cobalt 2, mais tous les deux sous forme d'hydroxyde, et l'hydroxyde de cobalt 2 qui va devenir du cobalt métal. Les équations sont encore une fois différentes, et donc l'évolution du potentiel de Nernst sera différente. Si vous voulez, on en
aura besoin ici, on va noter les coordonnées de ce point et de ce point. Donc c'est pH 9. Et le potentiel exact, vous allez trouver 0,596, c'est ça 97. Voilà, les coordonnées de ce point. Et ce point, ses coordonnées, je vous rappelle, c'est pH 9. Et le potentiel, c'était moins 0,43. Est-ce que vous confirmez? C'est ce que vous avez calculé avant, hein. C'est bien ça? Ça va nous servir, ça, vous voyez, parce que là, on va avoir une nouvelle droite affine. Et on va chaque fois se servir du premier point de cette droite pour calculer l'ordonnée à l'origine. Donc on y va. On est cette fois-ci à pH supérieur à 9. Le premier équilibre, c'est l'hydroxyde de cobalt 3+, plus un électron, qui donne cette fois l'hydroxyde de cobalt 2. Le cobalt 2 n'est plus libre en solution, il est majoritairement sous forme d'hydroxyde de cobalt 2. Donc qu'est-ce qu'on voit? Il manque cette fois-ci qu'une molécule d'eau, on pourrait l'écrire comme ça, et donc ici, qu'est-ce qui nous manque? Combien de H+? Ici, on compte 2 et 2, 4, et là 3, donc un H+. Alors, je peux ouvrir une petite parenthèse. On pourrait écrire cet équilibre en indiquant plutôt la présence majoritaire d'OH-. Mais OH- et H+, sont liés par le produit ionique de l'eau. Le résultat final est exactement le même. Mais si on voulait être encore plus rigoureux, il faudrait ne pas faire apparaître ici OH-, H+, pardon, mais plutôt OH-. Et donc, mais le résultat serait exactement le même. Si vous voulez, vous permettez d'écrire une chose comme ça, c'est plus simple, ça ne change rien, évidemment, à l'évolution du potentiel. Le potentiel de Nernst vaut donc un potentiel standard que je ne connais pas, plus 0,059, log de quoi? Toujours divisé par 1 parce qu'il y a un électron. Cette fois-ci, à la fois l'oxydant et le réducteur sont sous forme d'un solide. Donc les deux ont des activités de 1. Ça veut dire que ici, et puis il y a H+. Donc là, c'est juste log de H+, côté oxydant. Vous voyez qu'on a directement l'équation. E est moins 0,059 pH. À partir de ce point, le potentiel continue à diminuer, mais avec une pente moins forte. Avant, c'était ici moins 0,177. Et ici, ça sera moins 0,059. Est-ce que vous pouvez me calculer, s'il vous plaît, le E0''? On connaît le premier point de cette droite. Donc vous mettez ici 0,597 ou pH 9. Et vous allez trouver l'ordonnée à l'origine, qui va nous permettre ensuite de calculer un deuxième point de cette droite. S'il vous plaît, rapidement, ça va durer 5 secondes. Donc 0,597 plus 0,059 fois 9, ça fait... Monsieur 1,12. Donc l'équation finale, 1,12 moins 0,059 pH. Et maintenant, alors ici on a 9, 10, 11. Est-ce que tu peux me calculer maintenant, monsieur, le potentiel à pH 11? Donc tu fais 1,12 moins 0,059 fois 11. Et donc on va se retrouver un peu en dessous. 0,4, c'est ça à peu près? Oui. Combien? 0,47, 0,5. Comme ça, on peut continuer, hein, pH 14. Donc ici, la pente, c'est moins 0,059. Dernier demi-équilibre, avec cobalt 2 plus cobalt, c'est le cas d'oxydation 2, et le cobalt 0. Cette fois-ci, c'est l'hydroxyde de cobalt 2, plus 2 électrons, donne du cobalt métal. Vous voyez, donc ici, il faut mettre 2 molécules d'eau.
et donc ici encore 2 H+. Ok? 2 oxygènes, il va apparaître 2 oxygènes ici, donc là il y a 4 H+, là il y en a déjà 2, donc il en faut 2 ici. Le potentiel de Nernst, c'est un potentiel standard que je ne connais pas, plus 0,059 divisé par 2 parce qu'il y a 2 électrons. Et vous voyez que l'oxydant, comme le réducteur, ici aussi sont des solides, donc activité est égale à 1, n'apparaît que dans le log, la concentration de H+, au carré, puisqu'il y a un 2 ici, et maintenant nous avons l'habitude, quand je sors le carré du log, il se met devant, vous voyez que le carré se simplifie avec le 2 qui est là, et nous avons la même allure que la droite qu'on a déterminée juste avant. C'est-à-dire ici, ça descend avec la même pente de moins 0,059 pH. Et ici, donc, c'est le domaine de stabilité de l'hydroxyde de cobalt. Oui. Voilà. Donc le cobalt 3 existe dans un tout petit domaine de stabilité, il est très oxydant et en plus il précipite très rapidement sous forme d'hydroxyde de cobalt 3. C'est quelque chose qu'il faut représenter absolument sur le diagramme. Et dans la nature, bien sûr, eh bien, on va trouver l'hydroxyde, le cobalt, sous forme de minerais, des oxydes, l'hydroxyde, cobalt 3, mais surtout cobalt 2, vous voyez que c'est plus stable au milieu basique. L'espèce majoritairement stable en solution aqueuse est bien évidemment le cobalt 2+, vous voyez, on le trouve partout. C'est grand, hein. Ici, 1,84 volts jusqu'à moins 0,28 volts. C'est énorme le domaine de stabilité, redox. Et le cobalt 2, on peut le trouver en solution jusqu'à pH 9. Vous voyez, quand on parle de cobalt en solution aqueuse, ça sera essentiellement ça. Alors, petite remarque, le cobalt 3+, vous pouvez le garder en solution aqueuse pendant quelques minutes, voire quelques heures, mais vous voyez bien que thermodynamiquement, il doit oxyder l'eau. Parce que l'eau, à pH égale 0, c'était 1,23 le potentiel d'oxydation. 1,23, on a fait le diagramme ensemble. Donc thermodynamiquement, le cobalt 3 est susceptible d'oxyder l'eau. C'est pour ça qu'on ne peut pas garder trop longtemps le cobalt 3 dans l'eau. La réaction n'est pas ultra rapide, mais elle se fait. Et petit à petit, vous oxydez l'eau et vous fabriquez du cobalt 2. Donc c'est le cobalt 2 qui est stable. Donc ici, le cobalt 3+, sous forme d'hydroxyde, cobalt 2+, sous forme d'hydroxyde. Et bien sûr, comme à l'habitude pour les métaux de transition, la forme métallique qu'on obtient en faisant la métallurgie de ces minerais de cobalt existe bien sûr dans le potentiel négatif. C'est pour ça qu'il faut bien faire une métallurgie pour obtenir ces métaux, ça n'existe pas comme ça naturellement sur Terre, même s'il y a quelques mines où on trouve des métaux natifs, mais c'est assez rare. La plupart des métaux sur Terre, on les trouve sous forme d'oxyde ou d'hydroxyde.